Le téléphone a sonné à 22h45, le jour de nos noces d'argent, et avant même de décrocher, j'ai su que ma vie allait virer au roman de Stephen King, le surnaturel à la noix en moins. Monsieur Davison, ici l'agent Martinez de la police métropolitaine. Nous avons retrouvé votre femme au Sunset Motel sur la Highway 9. Elle a été emmenée à l'hôpital du comté. Vous devez vous rendre là-bas. Je suis resté assis dans mon atelier, entouré de la Mustang de 67 que je retapais depuis 3 ans, tenant le téléphone comme s'il pouvait me mordre. L'ironie ne m'échappait pas. J'avais attendu Samantha toute la soirée pour notre dîner d'anniversaire. Les lasagnes étaient froides dans le four, les bougies consumées jusqu'à la base, et j'avais déjà descendu la moitié d'une bouteille de vin tout seul. Qu'est-ce qui lui est arrivé, ai-je demandé, même si une partie de moi le savait déjà. Monsieur, nous préférerions en discuter à l'hôpital. Elle est consciente, mais, enfin, venez simplement, d'accord ? 20 minutes plus tard, je franchissais les portes automatiques de l'hôpital du comté, toujours vêtu de ma belle chemise et de ma cravate du dîner d'anniversaire qui n'avait jamais eu lieu. Les néons donnaient à tout l'air d'une scène de crime, ce qui, je suppose, en était une. L'infirmière à l'accueil m'a jeté ce regard, ce mélange de pitié et de malaise que le personnel hospitalier réserve aux proches sur le point d'apprendre une très mauvaise nouvelle. Chambre 237, a-t-elle dit. Mais monsieur, avant d'entrer, vous devez savoir que votre femme a été retrouvée dans une situation compromettante. La police voudra vous parler. J'ai marché dans ce couloir avec l'impression d'être dans un rêve, ou peut-être un cauchemar de ceux où vous savez que quelque chose de terrible va arriver, mais vous ne pouvez pas vous réveiller. Mes pas résonnaient sur le linoléum, et j'entendais mon propre cœur battre dans mes oreilles. Chambre 237. La porte était entr'ouverte, et j'ai pu voir Samantha allongée là, plus petite que je ne l'avais jamais vue. Ses cheveux blonds parfaitement coiffés étaient emmêlés, son maquillage étalé, et il y avait des ecchymoses sur ses bras. Elle portait une blouse d'hôpital, mais je pouvais voir ses vêtements dans un sac en plastique sur la chaise ou une robe rouge que je n'avais jamais vue auparavant. De la lingerie coûteuse qui n'était certainement pas pour moi. Putain, Sam, ai-je murmuré. Elle a tourné la tête vers moi, et pendant un instant, j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui aurait pu être de la honte, mais s'est passé rapidement, remplacé par ce regard de défi familier que je voyais de plus en plus ces dernières années. David, a-t-elle dit, la voix rauque. Je peux expliquer. Tu peux ? J'ai rapproché la chaise de son lit, remarquant qu'elle a tressailli quand je me suis déplacé trop vite. Parce que je suis vraiment curieux d'entendre comment tu expliques le fait d'avoir été retrouvé à moitié nu dans une chambre de motel le jour de notre anniversaire. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone a vibré sur la table de chevet. L'écran s'est illuminé avec un texto de Nolan qui disait « Chérie, tu vas bien ? J'ai dû me barrer quand les flics sont arrivés. Appelle-moi. » Je suis resté à regarder ce téléphone pendant un long moment, sentant quelque chose de froid et de dur s'installer dans ma poitrine. 25 ans de mariage, et j'apprenais son aventure grâce à un texto dans une chambre d'hôpital. Nolan, ai-je dit, testant le nom. Ce serait Nolan Pierce, c'est ça ? Le mari de ta cousine ? Samantha a fermé les yeux. David, s'il te plaît. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. J'ai pris son téléphone avant qu'elle ne puisse m'en empêcher et j'ai fait défiler les messages. Des mois de messages à organiser des rendez-vous, à parler de moi comme si j'étais une sorte d'obstacle à gérer, à discuter de la façon de cacher leurs dépenses. Putain de merde, samedi. Le mari de ta cousine au barbecue de famille. J'ai serré la main à ce type alors qu'il baisait ma femme. C'est arrivé comme ça, a-t-elle dit faiblement. Connerie. Je me suis levé, faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre. Dehors, je pouvais voir le motel en face, les enseignes au néon clignotant toujours. Chambre disponible. Ça dure depuis des mois. Je vois les dates et heures sur ces messages. Pendant que je bossais 60 heures par semaine pour payer les études de Chloé, pendant que je retapais la maison, pendant que j'organisais notre dîner d'anniversaire, tu planifiais ton prochain coup avec Nolan. Une frappe à la porte nous a interrompus. L'agent Martinez est entré, un homme d'une quarantaine d'années à l'air fatigué qui avait probablement vu ce scénario se dérouler une centaine de fois auparavant. Monsieur Davison, je suis désolé d'interrompre, mais je dois vous poser quelques questions. Votre femme a été retrouvée inconsciente dans la chambre 15 du Sunset Motel. L'homme avec qui elle était a quitté les lieux avant notre arrivée. Nous devons savoir si vous avez la moindre idée de qui il pourrait s'agir. J'ai regardé Samantha,
qui fixait le plafond comme si elle pouvait se faire disparaître par la pensée. Puis j'ai regardé le téléphone dans ma main, affichant toujours les messages de Nolan. Oui, ai-je dit. J'ai une assez bonne idée. J'ai quitté l'hôpital à 3 heures du matin avec la tête pleine de rage et le cœur plein de quelque chose qui ressemblait étrangement à du soulagement. 25 ans de mariage, et j'avais enfin la permission d'arrêter de faire semblant que tout allait bien. En rentrant, je suis passé devant le Sunset Motel et je n'ai pas pu m'empêcher de ralentir. Du ruban de police barrait la porte de la chambre 15 et je me suis demandé combien de fois ils étaient venus avant ce soir. Combien de fois étais-je resté seul à la maison, persuadé que Sam bossait tard au cabinet d'avocat, alors qu'en réalité elle était à 5 kilomètres d'ici, en train de se taper le mari de sa cousine. Mon téléphone a sonné au moment où je me garais dans notre allée. Riley, notre fille de 19 ans, qui appelait de la fac. Papa, maman vient de m'appeler, elle était bizarre. Elle a dit qu'elle était à l'hôpital et que tu l'avais abandonnée là-bas. C'est quoi ce bordel? Je suis resté assis dans mon pick-up un instant, à regarder notre maison. 25 ans de mensualité de prêt immobilier. 25 ans à tondre la pelouse, réparer les gouttières et repeindre les boiseries. 25 ans à construire une vie avec quelqu'un qui préparait sa sortie depuis des mois. Ta mère a été retrouvée dans une chambre de motel avec un autre homme ce soir, ai-je dit. Le jour de notre anniversaire. Silence à l'autre bout du fil. Puis, papa, c'est pas possible. C'est la vérité, ma chérie. J'ai vu les textos. Ça durait depuis des mois. Toujours rien. Riley a toujours été la plus vive de mes deux filles, celle qui remarquait quand quelque chose clochait. Chloé, 22 ans et fraîchement diplômée de droit comme sa mère, était complètement du côté de Sam. Qu'est-ce que tu vas faire, a finalement demandé Riley. Honnêtement, je ne sais pas encore, ai-je répondu. Mais je ne vais pas faire comme si ça ne s'était pas passé. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans le pick-up pendant encore 10 minutes, à fixer la maison. La lumière du porche était toujours allumée, comme je l'avais laissée quand je me suis précipité à l'hôpital. Les fleurs d'anniversaire que j'avais achetées devaient sûrement être encore sur le comptoir de la cuisine, en train de mourir dans leur vase. À l'intérieur, tout avait l'air pareil, mais l'ambiance était différente. Comme rentrer sur une scène de crime où le corps a disparu, mais où le contour à la craie est toujours là. J'ai traversé les pièces, en les voyant d'un nouvel œil. Le canapé où on regardait des films. La table de la cuisine où on prenait le petit déjeuner ce matin, Sam se plaignant de son travail pendant que je lui lisais la météo. Est-ce qu'elle pensait à Nolan à ce moment-là? Est-ce qu'elle planifiait le rendez-vous de l'après-midi pendant que je lui parlais de mes projets pour la Mustang? Je me suis versé un whisky et je me suis assis devant mon ordinateur. Si Sam pensait que j'allais me coucher et jouer la victime, elle se trompait lourdement. J'ai été ingénieur pendant 20 ans avant de me lancer dans la restauration. Je sais comment faire des recherches, comment planifier, comment mener un projet à bien du début à la fin. D'abord, j'ai consulté nos relevés bancaires. Compte courant commun, compte épargne commun, carte de crédit commune. J'ai commencé à examiner les dépenses des 6 derniers mois, à la recherche d'un motif. Le Sunset Motel apparaissait 17 fois, toujours les jours où Sam disait qu'elle travaillait tard. Il y avait des notes de restaurants chics où je n'étais jamais allé, de boutiques de lingerie. Et d'une bijouterie où elle avait acheté une montre à Nolan pour son anniversaire, apparemment. Mon cadeau d'anniversaire de sa part cette année? Une carte cadeau Home Depot. Ensuite, je me suis connecté à nos relevés téléphoniques. Des centaines d'appels et de SMS entre Sam et Nolan, souvent tard le soir ou tôt le matin. À des moments où elle était allongée dans le lit à côté de moi, probablement en train d'envoyer des textos à son amant pendant que je dormais. Au lever du soleil, j'avais une image complète de la liaison de ma femme, documentée et organisée dans une feuille de calcul qui aurait rendu fiers mes professeurs d'ingénierie. J'avais aussi les prémices d'un plan. Mon téléphone a sonné à 7 heures du matin. Chloé, qui appelait de son appartement en centre-ville. Papa, qu'est-ce que tu as fait à maman? Elle est hystérique. Je n'ai rien volé, ai-je répondu calmement. J'ai lu les textos de son amant. Elle t'a parlé de ça, au moins. C'est ridicule. Maman ne ferait jamais. Chloé, ta mère a été retrouvée inconsciente dans une chambre de motel avec Nolan Pierce, le mari de ta cousine Jessica. Il y a des textos qui remontent à 6 mois. Il y a des notes d'hôtel sur notre carte de crédit. Ce n'est pas un malentendu. Silence. Même si c'est vrai, tu ne peux pas juste la laisser à l'hôpital.
Regarde-moi faire, ai-je dit, et j'ai raccroché. 1 heure plus tard, j'étais à la banque. Je suis marié depuis assez longtemps pour savoir que la première règle du divorce est de se protéger les arrières. J'ai transféré la moitié de notre épargne commune sur un nouveau compte, juste à mon nom. J'ai annulé les cartes de crédit. J'ai appelé notre compagnie d'assurance et j'ai retiré Sam de la police d'assurance automobile. Si elle voulait se balader en ville pour retrouver son amant, elle pouvait payer sa propre assurance. C'est fait. Ensuite, j'ai appelé mon avocat. Putain, Dave, a dit Tom Miller, qui s'était occupé de nos affaires immobilières et de nos testaments pendant les 15 dernières années. Tu es sûr de toi, Tom? J'ai des preuves qui remontent à 6 mois. Des reçus d'hôtel, des relevés téléphoniques, des textos. Elle a utilisé notre carte de crédit commune pour financer sa liaison. J'en suis sûr. D'accord. Je vais rédiger les papiers. Mais, Dave, tu dois y réfléchir. Le divorce, c'est cher et c'est sale. Peut-être que vous pouvez arranger ça. Tom, elle se tapait le mari de sa cousine dans une chambre de motel le jour de notre anniversaire. Y a rien à sauver. J'ai raccroché, puis je me suis assis dans mon pick-up devant la banque et j'ai appelé Ricky Kowalski, mon meilleur pote depuis le lycée et la seule personne que je connaissais qui me dirait les choses en face sans chercher à me dissuader de quoi que ce soit. Putain de merde, a lâché Ricky quand j'ai fini de m'expliquer. Nolan Pierce? Ce petit connard suffisant. Je l'ai jamais blairé, ce type. Ouais, bah, apparemment ma femme l'appréciait assez pour foutre notre mariage en l'air. Qu'est-ce que tu attends de moi? J'ai besoin que tu m'aides à virer ces affaires de la maison avant qu'elles sortent de l'hôpital. Dave, je sais pas si c'est. Ricky. Elle a fait son choix. Elle l'a choisi lui plutôt que moi, plutôt que notre famille, plutôt que 25 ans de mariage. Je vais pas rester là à attendre qu'elle se décide quand ça l'arrangera de se casser. 3 heures plus tard, Ricky et moi, on remplissait des cartons avec les fringues et les affaires de Sam. J'essayais pas d'être un enfoiré. J'ai tout emballé avec soin, j'ai inclus tous ses bijoux, ses photos, ses souvenirs. Mais je voulais qu'elle ait dégagé avant qu'elle rentre à la maison et qu'elle essaie de faire comme si de rien n'était. On venait de finir quand mon téléphone a sonné. Sam, qui appelait de l'hôpital. David, on me donne mon congé dans 1 heure. Tu peux venir me chercher? Non, ai-je répondu. Je peux pas. Comment ça, tu peux pas? J'ai pas de voiture ici. Appelle Nolan. Je suis sûr qu'il sera ravi de te ramener. David, s'il te plaît. Il faut qu'on en parle. Fallait qu'on en parle il y a 6 mois, avant que tu commences à te taper le mari de ta cousine. Maintenant, c'est trop tard pour les discussions. J'ai raccroché et j'ai jeté un coup d'œil à notre chambre. Ma chambre, maintenant. Elle paraissait plus grande sans ses affaires, plus vide, mais d'une certaine manière plus propre. T'es sûr de toi? A demandé Ricky. J'en suis sûr, ai-je dit. 25 ans et elle a tout balancé pour ce crétin. J'en ai marre de faire semblant que ça va. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu. Ici Nolan. Faut qu'on se parle. J'ai montré le message à Ricky. Il a souri. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Rien, ai-je répondu. Mais je savais où le trouver. Nolan Pierce habitait dans un condo chic du centre-ville, le genre d'endroit qui hurlait « Je gagne trop d'argent et j'ai zéro goût ». Tout en verre et en acier, avec de l'art prétentieux et un portier qui avait l'air de préférer être n'importe où ailleurs. J'y étais allé 2 fois auparavant pour des histoires de famille, à l'époque où je pensais que Nolan était juste le mari casse-pied de Jessica, et pas l'amant de ma femme. Maintenant, j'étais de retour, mais ce n'était pas une visite amicale. Le portier m'a reconnu. Monsieur Davison, c'est bien ça? Vous venez voir les Pierce? Juste Nolan, ai-je dit. Il est là. Ouais, il est rentré il y a environ 1 heure. Il avait l'air pas frais, si vous permettez que je vous le dise. Il m'a donné le numéro de l'appartement. 1247. J'ai pris l'ascenseur, les mains tremblant un peu. Je savais pas trop ce que j'allais faire quand je le verrais, mais j'avais besoin de le regarder dans les yeux. J'avais besoin de voir le type qui avait contribué à détruire mon mariage. Nolan a ouvert la porte en robe de chambre, les cheveux en bataille, un verre à la main. Même s'il n'était que 14 heures, il avait l'air de pas avoir dormi, ce qui m'a procuré une petite satisfaction. Dave, a-t-il dit, sans vraiment me regarder.
J'espérais que tu appellerais. Ah oui? Je l'ai bousculé pour entrer dans l'appartement. C'est marrant, parce que moi, j'espérais que tu resterais loin de ma femme, bordel. L'endroit était un champ de bataille. Des bouteilles vides sur le comptoir, des vêtements partout, les coussins du canapé en vrac comme s'il avait fait les 100 pas en balançant des trucs. Bien. J'espérais qu'il souffrait. Écoute, je sais à quoi ça ressemble, a dit Nolan, en fermant la porte derrière moi. Mais c'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. Je me suis tourné vers lui, et j'ai vu la peur dans ses yeux. Bien. Il avait raison d'avoir peur. J'ai lu les textos, Nolan. 6 mois à planifier vos petits coups. 6 mois à vous foutre de ma gueule en douce. 6 mois à utiliser ma carte de crédit pour payer votre liaison. Dave, j'ai jamais voulu que ça arrive. C'est juste que. C'est juste quoi? Ta queue est tombée par hasard dans ma femme 17 fois au Sunset Motel? Nolan a tressailli. Tu comprends pas ça mais moi, on a une connexion. On se comprend. J'ai ri, mais c'était pas drôle. Une connexion? C'est comme ça que tu appelles ça? Moi, j'appelle ça de l'adultère. J'appelle ça de la trahison. J'appelle ça 2 connards égoïstes qui détruisent 2 familles parce qu'ils pouvaient pas se tenir tranquilles. Jessica est pas au courant, a dit Nolan rapidement. Et ça a pas besoin d'affecter. Jessica est pas au courant pour l'instant, ai-je corrigé. Mais elle va l'être, parce que je vais tout lui dire aujourd'hui. Nolan a blêmi. Dave, réfléchis à ce que tu fais, s'il te plaît. Jessica et moi, on a des enfants. Tu peux pas juste. Je peux pas juste quoi? Dire la vérité? Exposer votre liaison? Pourquoi pas, bordel? Vous avez pas pensé aux enfants de Jessica quand vous tapiez ma femme. Je suis allé à son bar et me suis versé un whisky, plus pour occuper mes mains que par soif. L'appartement avait d'immenses baies vitrées donnant sur la ville, et je pouvais apercevoir au loin l'hôpital où j'avais laissé Sam quelques heures plus tôt. Qu'est-ce que tu me veux? Demanda Nolan. Je veux que tu comprennes ce que tu as fait, dis-je. Je veux que tu me regardes dans les yeux et que tu reconnaisses que tu as contribué à détruire un mariage de 25 ans. Je veux que tu reconnaisses que tu es une ordure égoïste qui se soucie plus de tirer son coup que des familles que tu détruis. Dave, je suis désolé. Vraiment. Mais Sam et moi, on est amoureux. Je me suis retourné lentement. Amoureux. Tu es amoureux de ma femme. Oui. Et elle-même aussi. On n'a pas prévu ça, mais c'est arrivé. Et maintenant, on doit gérer. Quelque chose de froid et de dur s'est installé dans ma poitrine. Ce n'était pas juste une aventure. Ce n'était pas juste du sexe. Ils pensaient vraiment avoir un avenir ensemble. Alors, c'est quoi le plan? Demandai-je. Vous allez vous barrer au soleil tous les deux? Laissez Jessica et les enfants derrière vous? Laissez nos filles derrière vous? Recommencer à zéro. Comme si les 25 dernières années n'avaient jamais existé. Ce n'est pas aussi simple. Non, ça ne l'est pas. Parce que je ne vais pas te faciliter la tâche. J'ai posé mon verre et me suis dirigé vers lui. Tu veux ma femme? Tu peux l'avoir. Mais tu vas la payer. Tu vas payer les avocats du divorce. Tu vas payer le soutien psychologique dont mes filles vont avoir besoin. Tu vas payer pour les dégâts que tu as causés à tout le monde autour de toi. Ce n'est pas comme ça que ça marche, un divorce, Dave. Tu ne peux pas juste. Tu vas voir, dis-je. J'ai 6 mois de documentation. Des notes d'hôtel, des relevés téléphoniques, des extraits de cartes de crédit. J'ai des textos où vous vous moquez de mon ignorance. J'ai la preuve que tu as utilisé des biens communs pour financer votre liaison. Tu crois qu'un juge va te plaindre? Nolan commençait à transpirer. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu restes loin de mes filles. Je veux que tu paies tes propres chambres d'hôtel à partir de maintenant. Et je veux que tu comprennes que ce n'est pas fini. Tu as détruit ma famille. Et je vais m'assurer que tout le monde sache quel genre d'homme tu es. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné. Ah, et Nolan, quand tu verras Sam, dis-lui que j'ai fait ses valises. Elle peut venir les chercher sur le perron à partir de 18h. Je serai à la salle de sport, elle n'aura pas à me croiser. Dave, attends. Mais j'étais déjà parti, regagnant l'ascenseur le cœur battant et les mains tremblant d'adrénaline.
Je l'avais fait. Je l'avais regardé dans les yeux et je lui avais dit exactement ce que je pensais de lui. Et ça faisait du bien. Les portes de l'ascenseur se sont fermées, et j'ai vu mon reflet dans l'acier poli. J'avais l'air plus vieux que ce matin. Plus dur, d'une certaine façon. Il y a 24 heures, j'étais un homme marié qui planifiait un dîner d'anniversaire. Maintenant, j'étais quelqu'un d'autre, complètement. Mon téléphone a vibré quand je suis arrivé dans le hall. Un message de Jessica Pierce. Dave, je viens d'apprendre pour samedi. Tu vas bien? Tu as besoin de quelque chose? Je fixais le message. Jessica ne savait pas qu'elle réconfortait le mari de sa cousine. Ne savait pas que son propre mari était la raison pour laquelle j'avais besoin de réconfort. J'ai répondu, merci, Jess. On peut se parler? Il y a quelque chose que tu dois savoir. La réponse fut instantanée. Bien sûr. Viens quand tu veux. J'ai quitté l'immeuble de Nolan et je suis monté dans mon pick-up. J'avais l'impression d'être sur le point de larguer une bombe sur une autre famille. Mais Nolan avait raison sur un point. Jessica méritait la vérité. Et si je devais me cracher, je ne me cracherais pas seul. Jessica Pierce vivait dans une maison de banlieue normale à 15 minutes de l'appartement de Nolan. Le genre d'endroit où des familles normales mènent des vies normales. Des ballons de foot dans la cour, des vélos sur le porche, un monospace avec des autocollants de famille en forme de bonshommes bâtons à l'arrière. Je suis resté assis dans mon pick-up pendant quelques minutes, essayant de trouver comment annoncer à une femme que je connaissais depuis 10 ans que son mari baisait ma femme. Il n'y a pas de bonne façon de le dire. Jessica a ouvert la porte avec de la farine dans les cheveux et un tablier. J'entendais des enfants jouer et je sentais quelque chose cuire. Des bruits de famille normaux, des odeurs de famille normale. La vie que je pensais avoir il y a 24 heures. Dave, tu as l'air terrible. Entre, dit-elle en me serrant dans ses bras. Je viens de faire du café. Sa cuisine était chaleureuse, encombrée de dessins d'enfants sur le réfrigérateur et de devoirs sur le comptoir. Ces deux garçons, de 8 et 10 ans, construisaient des Legos dans le salon, se disputant à qui était le tour de jouer. Les garçons, allez jouer en haut, lança Jessica. L'oncle Dave et moi devons parler. Ils ont râlé, mais ils y sont allés. Jessica a versé du café et s'est assise en face de moi. Elle avait l'air si normale, si innocente, si mal préparée. Jess, commençai-je, puis m'arrêter. Comment est-ce qu'on commence même ça? Je sais que Sam est à l'hôpital, dit-elle. Nolan a dit qu'il y avait eu un accident. Est-ce qu'elle va bien? Ce n'était pas un accident, dis-je. Elle était dans une chambre de motel avec Nolan. Jessica cligna des yeux. Qu'est-ce que tu veux dire, avec Nolan? Nolan était là hier soir. Il est rentré vers minuit. Il a dit qu'il était à un truc du boulot. Je lui montrai les captures d'écran. Son visage devint blanc comme un linge. C'est pas possible, murmura-t-elle. Ça vient du numéro de Nolan. Mais il ne ferait pas ça. On a des enfants, Dave. On est heureux. Moi aussi, je croyais qu'on était heureux, dis-je. On dirait qu'on se trompait tous les deux. Jessica lut d'autres messages, les mains tremblantes. Les textos étaient explicites, détaillés, remplis de projets et d'intimité qu'aucune femme ne devrait lire sur son mari et une autre femme. 6 mois, dit-elle. Ça dure depuis 6 mois et je n'étais au courant de rien. Moi non plus. Je croyais que Sam faisait des heures sup. Je pensais qu'elle adorait son boulot. Je n'ai jamais imaginé qu'elle couchait avec ton mari. Jessica se mit à pleurer, des larmes silencieuses qu'elle essuyait avec son tablier. Les garçons vont être dévastés. Nolan est l'entraîneur de l'équipe de foot de Tommy. Il est Jack avec ses maths. Comment je vais leur expliquer ça? Je ne sais pas, dis-je. Je n'ai pas encore trouvé comment l'expliquer à mes filles non plus. Chloé pense que j'exagère, pas vrai? Riley est perdu. Elles ne comprennent pas comment leur mère a pu faire ça. Où est-il? Demanda Jessica. Où est Nolan? Dans son appart. Bourré, on dirait. A essayer de se convaincre que Sam et lui sont amoureux, comme si c'était une tragédie romantique. Au lieu de deux égoïstes qui détruisent leur famille. Jessica se leva et alla à la fenêtre, regardant son jardin, la balançoire vide au soleil. Il faut que j'appelle ma sœur. Les garçons peuvent passer la nuit chez elle.
Il faut que je le confronte, Jess. Tu ne pourrais pas attendre? Parler à un avocat d'abord? Non. Elle se retourna, les yeux durs. Je veux l'entendre de sa bouche. Je veux le regarder dans les yeux et l'entendre l'admettre. 1 heure plus tard, nous étions devant l'immeuble de Nolan. Jessica avait déposé les garçons chez sa sœur et s'était mise en arrêt maladie. Elle paraissait plus petite, comme si la trahison l'écrasait. Tu n'es pas obligé de faire ça, dis-je. Je peux attendre en bas si tu veux parler seule. Non, dit-elle. Je veux que tu sois là. Je veux qu'il voie ce qu'il nous a fait à tous les deux. Le portier eut l'air confus, mais nous laissa monter. L'ascenseur sembla interminable. Les mains de Jessica tremblaient lorsque nous atteignîmes la porte de Nolan. Elle frappa. Nous entendîmes du mouvement à l'intérieur. Puis la voix de Nolan. Dave? C'est encore toi. C'est moi, Jessica, lança-t-elle. Le silence était assourdissant. Puis des serrures qui tournent et la porte qui s'ouvre. Nolan était encore plus mal en point qu'avant. Ses yeux s'écarquillèrent. Jess, dit-il faiblement. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour demander à mon mari pourquoi il baise ma cousine depuis 6 mois, dit-elle, la voix ferme malgré les larmes. Nolan eut l'air prêt à s'évanouir. Jess, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Expliquer que tu me mens tous les jours depuis 6 mois? Expliquer que tu utilises notre famille comme couverture pendant que tu te caches avec Sam? Expliquer que tu rentres à la maison auprès de moi et de nos enfants après une chambre de motel avec une autre femme. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois, dit Jessica, en le repoussant pour entrer dans l'appartement. Je suivis. Dave m'a montré les textos. Les textos de Nolan, tous. Les plans, les manigances, les rires sur notre dos, à quel point on était stupide, comment on ne se doutait de rien. Nolan referma la porte derrière nous, les épaules affaissées. Il avait l'air abattu. Je n'ai jamais voulu que tu la prennes comme ça. Comment comptais-tu que je la prenne? Tu comptais me le dire un jour? Ou tu allais continuer à mentir jusqu'à ce que tu te décides à me quitter pour elle? Je ne sais pas, dit Nolan doucement. Tu ne sais pas? La voix de Jessica montait d'un ton. Tu ne sais pas que tu détruis notre mariage depuis 6 mois et tu ne sais pas ce que tu projetais? Je regardais toute la scène, me sentant détaché, comme si je regardais une pièce de théâtre. Alors, c'est ça, la trahison vue de l'extérieur. La confusion, la colère, le besoin désespéré de comprendre comment quelqu'un en qui on avait confiance a pu nous faire ça. Je le vivais depuis 24 heures, mais voir Jessica le traverser me le rendait frais et cru à nouveau. Je l'aime, dit Nolan finalement. Je sais que ça ne justifie rien, mais j'aime Sam, et elle m'aime. Tu l'aimes? Jessica rit, mais c'était un son désagréable. Pas une once d'humour. Tu l'aimes tellement que tu l'as laissée seule dans une chambre de motel quand les flics sont arrivés. Tu l'aimes tellement que tu t'es enfui et que tu as laissé son mari gérer le bordel. Nolan tressaillit. J'ai paniqué. Je ne savais pas quoi faire. Tu savais quoi faire quand tu voulais la baiser, dis-je. Ça, tu l'as trouvé sans problème. Mais quand il a fallu assumer les conséquences, tu t'es enfui comme un lâche. Dave, s'il te plaît. S'il te plaît quoi? S'il te plaît ne pas dire la vérité? S'il te plaît faire comme si rien ne s'était passé? S'il te plaît te laisser continuer à détruire nos familles pendant que tu décides ce que tu veux. Jessica regardait autour d'elle dans l'appartement, observant les bouteilles vides et le désordre. Depuis combien de temps tu bois? Depuis hier soir, admit Nolan. Depuis que les flics sont venus. Depuis que tout s'est effondré. Tout a basculé le jour où tu as décidé de tromper ta femme, dis-je. Là, c'est juste le jour où tu t'es fait prendre. Jessica s'avança vers le bar et prit une des bouteilles vides. C'est le whisky que je t'ai acheté pour Noël. Le truc cher pour lequel j'ai économisé. Tu l'as bu pendant que tu préparais ta liaison avec ma cousine. Elle balança la bouteille contre le mur, où elle se brisa en 1000 morceaux. Nolan sursauta. J'éprouvais une bouffée d'admiration pour Jessica. Elle gérait la situation mieux que moi. Jess, s'il te plaît, calme-toi. Me calmer? Elle prit une autre bouteille. Me calmer? Mon mari me trompe depuis 6 mois, me ment chaque jour, utilise notre famille comme couverture pour sa liaison,
et tu veux que je me calme. La deuxième bouteille suivit la première, explosant contre le mur dans une pluie de verre et d'alcool. Arrête, dit Nolan, en tendant la main vers elle. Tu vas te blesser. Ne me touche pas, rétorqua Jessica, en reculant. Ne me touche plus jamais. Elle se tourna vers moi. Je ne peux plus rester ici. Je ne peux plus le regarder. Allons-y, dis-je. Tu en as assez entendu. Alors que nous nous dirigions vers la porte, Jessica se retourna une dernière fois vers Nolan. Je veux que tu sois parti de chez nous demain soir au plus tard. Prends ce dont tu as besoin et laisse le reste. Mon avocat te contactera pour le divorce. Jess, attends. On peut arranger ça. On peut faire une thérapie de couple. Non, dit-elle fermement. On ne peut pas arranger ça. Tu as choisi Sam plutôt que moi. Plutôt que nos enfants, plutôt que notre mariage. Maintenant, tu peux vivre avec ce choix. Les portes de l'ascenseur se refermèrent sur Nolan, planté sur le pas de sa porte, entouré de bris de verre et des décombres de sa vie. Jessica et moi descendîmes en silence, toutes les deux sidérées par ce qui venait de se passer. Je suis désolé, dis-je en arrivant dans le hall. Je suis désolé que tu aies dû vivre ça. Je ne le suis pas, dit Jessica, en essuyant ses yeux. J'avais besoin de voir qui il est vraiment. J'avais besoin d'arrêter de lui trouver des excuses. Nous sortîmes sous le soleil de l'après-midi, et j'avais l'impression que nous avions toutes les deux franchi une sorte de ligne. Nous n'étions plus les mêmes personnes qu'à notre entrée dans cet immeuble, une heure plus tôt. Nous étions quelque chose de plus dur, de plus déterminé. Qu'est-ce qui se passe maintenant, demanda Jessica. Maintenant, on ramasse les morceaux, dis-je. Et on s'assure qu'ils paient pour ce qu'ils ont fait. 2 semaines plus tard, j'étais assis dans le bureau de Tom Miller, mon avocat, à signer des papiers de divorce et à planifier la destruction systématique de la vie de ma femme. Ça sonne dur dit comme ça, mais j'avais eu 14 jours pour réfléchir à ce que Sam et Nolan avaient fait, et il me semblait que dur était approprié. T'es sûr de cette approche, Dave, demanda Tom en examinant les documents. Ça va devenir moche très vite. C'est déjà moche, dis-je. Je ne fais que rendre ça officiel. L'approche était simple. J'allais utiliser tous les stratagèmes juridiques possibles pour rendre la liaison de Sam aussi coûteuse et publique que possible. Plainte pour détournement d'affection contre Nolan. Expertise comptable de nos finances communes pour prouver qu'elle avait utilisé des biens matrimoniaux pour financer sa liaison. Divulgation complète de toutes les preuves dans la procédure de divorce, qui deviendrait un document public. La plainte pour détournement d'affection est intéressante, dit Tom. La plupart des gens ne savent pas que c'est encore un motif d'action valable dans cet état. Si on peut prouver que Nolan a délibérément interféré dans ton mariage, on peut s'en prendre à ses biens. Je peux le prouver, dis-je. J'ai 6 mois de SMS où ils discutent de stratégies pour me cacher leur liaison. C'est une interférence délibérée. Tom hocha la tête. Et l'expertise comptable ? 17 séjours à l'hôtel débités sur notre carte de crédit commune. Dîner coûteux, cadeaux, lingerie, le tout acheté avec des fonds matrimoniaux. C'est une dissipation des biens matrimoniaux. Le tribunal peut lui ordonner de me rembourser chaque centime. Qu'en est-il de la pension alimentaire ? Elle gagne plus d'argent que moi. Elle peut subvenir à ses besoins, surtout qu'elle va vivre avec son amant. Tom eut l'air mal à l'aise. Dave, je dois te le demander. Est-ce que tu fais ça parce que tu veux un règlement équitable ou parce que tu veux te venger ? Les deux, dis-je honnêtement. Sam a ruiné notre mariage et notre famille, juste parce qu'elle s'ennuyait. Elle a utilisé notre argent pour payer ses aventures. M'a menti en face tous les jours pendant 6 mois. Elle mérite tout ce qui va lui arriver. Après avoir quitté le bureau de Tom, je suis allé directement à la salle de sport où Ricky travaillait, tu sais, comme entraîneur de boxe. J'y vais tous les jours depuis que je suis sorti de l'hôpital, juste pour défoncer le sac de frappe et évacuer ma colère. C'est mieux que de boire, et ça m'a empêché de faire une connerie. Ta meilleure mine, dit Ricky quand il m'a vu. T'as moins l'air de vouloir tuer quelqu'un. La journée est encore jeune, dis-je en enfilant mes gants. Comment vont les filles avec tout ça ? J'ai commencé à frapper le sac, laissant le rythme calmer mon esprit. Chloé est furieuse contre moi. Elle pense que je suis un connard vengeur. Elle a même emménagé avec Sam pour un temps, tu sais, pour l'aider à traverser cette période difficile. Et Riley ?
demanda-t-il. Riley est confuse, mais elle commence à comprendre. Elle a lu certains des messages que je lui ai montrés. J'arrive pas à croire que sa mère ait pu faire un truc pareil. Et Jessica et les gosses. Jessica a demandé le divorce hier. Elle essaie de rester forte pour les enfants, mais elle est anéantie. Nolan a emménagé chez Sam la semaine dernière. Ils ont loué un appart en centre-ville, ils jouent à la famille pendant que leur vraie famille part en vrille. Ricky tenait le sac pendant que je tapais dedans comme un sourd. Tu sais, il y aurait peut-être un moyen plus rapide de régler ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que Nolan vient parfois à cette salle, il s'entraîne avec un coach, il se prend pour un caïd. Il a peut-être besoin qu'on lui rappelle à quoi ressemblent les vraies conséquences. J'ai arrêté de frapper le sac. Ricky, je peux pas te demander de faire ça. Tu ne demandes rien. Je propose. Ce déchet a détruit ton mariage et celui de Jessica. Faudrait que quelqu'un lui explique ce que ça fait. Non, dis-je fermement. Je vais pas lui donner la satisfaction de se faire passer pour la victime. Je vais le détruire légalement, financièrement et socialement. Mais je ne vais pas le toucher. Comme tu veux, dit Ricky. Mais si tu changes d'avis, tu me le dis. Le soir, je bossais sur la Mustang dans mon garage quand Chloé est arrivée. Elle avait l'air crevée, plus vieille que ses 22 ans, et j'ai eu une pointe de culpabilité en pensant à ce que ça faisait à mes filles. Papa, faut qu'on parle, a-t-elle dit. D'accord. Tu veux une bière? C'est pas une visite de courtoisie. Elle s'est assise sur une caisse retournée, en jetant un coup d'œil au garage qui était devenu mon refuge ces 3 dernières années. Maman est en train de craquer. Elle mange à peine. Elle ne dort pas. Elle pleure tout le temps. Je suis désolé d'entendre ça, dis-je, sans lever les yeux du moteur sur lequel je travaillais. Ah bon? T'es vraiment désolé? Parce qu'on dirait que tu prends du plaisir à ça. J'ai posé ma clé à molette et j'ai regardé ma fille. Chloé, ta mère a eu une liaison pendant 6 mois. Elle m'a menti, elle a utilisé notre argent pour payer des chambres d'hôtel et des cadeaux pour son amant, et elle a planifié sa vie secrète pendant que je bossais 60 heures par semaine pour faire bouillir la marmite. Je ne prends pas de plaisir à tout ça, mais je ne vais pas faire comme si ça ne s'était pas passé, non plus. Elle a fait une erreur. Une erreur, c'est d'oublier le lait au magasin. Une erreur, c'est de faire un chèque sans provision. Une liaison, c'est un choix. 17 choix différents de rejoindre son amant dans une chambre de motel. Des centaines de choix de me mentir sur où elle était et ce qu'elle faisait. Chloé pleurait. Maintenant, elle t'aime, papa. Elle t'a toujours aimé. Cette histoire avec Nolan, c'est juste, c'est compliqué. C'est pas compliqué du tout. Elle avait envie de se taper le mari de sa cousine, alors elle l'a fait. Maintenant, elle doit vivre avec ce qu'elle a fait. Les conséquences? Papa, tu essaies de ruiner sa carrière. Tu poursuis Nolan pour tout ce qu'il a. Tu rends ça aussi public et humiliant que possible. En quoi c'est juste? Je me suis levé et j'ai fait face à ma fille. Juste? Tu veux me parler de justice? Est-ce que c'est juste que j'ai passé 25 ans à construire une vie avec quelqu'un qui préparait son évasion? Est-ce que c'est juste que les enfants de Jessica doivent voir leur père emménager avec une autre femme? Est-ce que c'est juste que toi et Riley deviez choisir un camp parce que votre mère n'a pas pu garder sa culotte sur elle? Papa. Non, Chloé, tu ne vas pas me faire la morale sur la justice. Ta mère a fait ses choix. Maintenant, je fais les miens. Chloé essuya ses yeux. Et si elle rompt avec Nolan? Et si elle veut rentrer à la maison et qu'on arrange les choses? Alors elle aurait dû y penser avant de commencer sa liaison. C'est trop tard maintenant. Il n'est jamais trop tard pour pardonner à quelqu'un qu'on aime. J'ai regardé ma fille, cette jeune femme qui croyait encore aux fins heureuses et aux secondes chances, et j'ai senti quelque chose se briser dans ma poitrine. Chérie, j'ai aimé ta mère. Pendant 25 ans, je l'ai aimée plus que tout au monde, sauf vous deux, Riley et toi. Mais la femme que j'aimais n'aurait pas fait ça. La femme que j'aimais n'aurait pas détruit notre famille pour un frisson bon marché avec le mari de sa cousine. Alors, c'est tout? 25 ans de mariage, et tu jettes ça à la poubelle? Je ne jette rien à la poubelle. C'est ta mère qui l'a déjà jeté. Je ne fais que nettoyer les dégâts. Chloé se leva pour partir. Je ne sais plus qui tu es, papa. Ce n'est pas l'homme qui m'a élevé. Tu as raison.
ai-je dit. L'homme qui t'a élevé était assez stupide pour faire confiance à sa femme. L'homme qui t'a élevé croyait que l'amour et l'engagement, ça voulait dire quelque chose. Cet homme est mort, et c'est ta mère qui l'a tué. Après le départ de Chloé, je suis resté assis longtemps dans mon garage, entouré des outils et des pièces qui étaient devenus ma nouvelle vie. La Mustang était presque terminée. Encore quelques semaines, et elle serait prête à rouler. Une restauration complète. Mieux que neuve. J'aurais aimé pouvoir en dire autant de moi. Mon téléphone vibra avec un texto d'un numéro inconnu. Dave, c'est samedi. S'il te plaît, appelle-moi. Il faut qu'on parle. J'ai fixé le message pendant un long moment, puis je l'ai supprimé sans répondre. On avait eu 25 ans pour parler. Alors, c'était le moment de passer à l'action. Le lendemain matin, j'ai pris la voiture pour aller au centre-ville, à l'immeuble de bureau où Sam travaillait. Je n'y avais jamais mis les pieds. Elle disait toujours que c'était trop agité, trop le bordel, pas un endroit pour élever une famille. Maintenant, je comprenais. Patterson, Bradley et associés occupaient 3 étages de ce building étincelant. Sam était une associée junior spécialisée en droit des affaires, et elle gagnait le double de ce que je touchais en tant qu'ingénieur. Elle était toujours fière de sa réussite, et moi aussi. Plus maintenant. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au 15e étage et je me suis approché de la réception. Je voudrais voir Samantha Davison, s'il vous plaît. Avez-vous un rendez-vous? Je suis son mari. La réceptionniste a eu l'air déconcertée. Je vais vérifier si elle est disponible. Quelques minutes plus tard, Sam est apparue dans le hall, le visage pâle et amaigri. Elle avait perdu du poids ces 2 dernières semaines et avait des cernes. Bien fait. David, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais voir où tu travailles, j'ai répondu. L'endroit qui est si important que tu dois y bosser tard tous les soirs. L'endroit qui te tient tellement occupé que tu n'as pas pu rentrer pour notre dîner d'anniversaire. S'il te plaît, ne fais pas ça ici, a-t-elle dit à voix basse. On ne peut pas aller quelque part où on serait tranquille? Non. Je suis bien ici. Tous tes collègues peuvent voir à quoi ressemble un mari aimant. Sam a jeté un coup d'œil autour d'elle, nerveuse. Pas mal de gens nous regardaient, faisant semblant de travailler tout en tendant l'oreille. David, je sais que tu es en colère. En colère? J'ai ri. Sam, en colère, c'est loin du compte. Je suis anéanti, je suis humilié. Je suis dégoûté. Mais en colère? C'est juste le début. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Tu n'as jamais voulu te faire prendre. C'est différent. Sam a commencé à pleurer, ce qui a encore plus attiré l'attention de ses collègues. S'il te plaît, on ne pourrait pas aller quelque part pour qu'on puisse parler? Je peux tout expliquer. Expliquer quoi? Expliquer comment vous et Nolan vous mariez de ma naïveté? Expliquer comment tu as utilisé notre carte de crédit pour payer vos chambres d'hôtel? Expliquer comment vous avez planifié votre liaison pendant que j'étais à la maison à préparer le dîner en t'attendant? Ce n'était pas comme ça. C'était exactement comme ça. J'ai lu les messages, samedi. Tous. Je sais exactement comment c'était. Un des associés principaux s'est approché. Sam, tout va bien ici? Tout va bien, monsieur Patterson, a dit Sam rapidement. David était justement en train de partir. En fait, non. J'ai dit que je ne faisais que commencer. Vous voyez, monsieur Patterson, ma femme a une liaison avec le mari de sa cousine depuis 6 mois, utilisant le temps de l'entreprise pour planifier le rendez-vous, utilisant notre carte de crédit commune pour payer les chambres d'hôtel. Je pensais que ses collègues devraient savoir avec quel genre de personne il travaille. Patterson avait l'air choqué. Sam, est-ce que c'est vrai? Le visage de Sam était rouge écarlate. David, s'il te plaît, arrête. Arrêtez de dire la vérité? Arrêtez de laisser les gens savoir qui tu es vraiment. Pourquoi je ferais ça? Parce que tu blesses nos filles. Parce que tu ruines toute chance qu'on a de s'en sortir. Parce que ce n'est pas toi. J'ai regardé ma femme, cette femme que j'aimais depuis 25 ans, et je n'ai ressenti que du dégoût. Tu as raison, samedi. Ce n'est pas qui j'étais. Mais c'est qui je suis maintenant. Et c'est toi qui m'as fait comme ça. Je me suis tourné vers Patterson. Vous devriez peut-être vérifier ses relevés de facturation des 6 derniers mois.
Je parie que vous trouverez des différences intéressantes entre l'endroit où elle disait être et l'endroit où elle était réellement. Puis je suis parti, laissant Sam en pleurs dans le hall de son cabinet d'avocat, entouré de collègues qui la regardaient avec un mélange de choc et de dégoût. Ça faisait du bien. On aurait dit que justice était faite. On aurait dit le début de la fin. La fête des fondateurs de la ville avait lieu chaque année en septembre dans le parc du centre-ville, avec de la musique live, des food trucks et une vente aux enchères caritatives pour récolter des fonds pour les écoles locales. C'était le genre d'événement de petite ville où tout le monde se montrait, même les gens qui s'étaient évités toute l'année. Des gens comme moi et Sam et Nolan et Jessica. Je n'avais pas prévu d'y aller, mais Riley m'a convaincu. Papa, tu ne peux pas te cacher éternellement. En plus, je chante avec la chorale du lycée et je veux que tu sois là. Alors voilà, j'étais là, debout près de la scène avec une bière à la main, à regarder ma fille chanter avec une bande d'ados pendant que ma future ex-femme était assise à 50 mètres avec son amant. L'ironie ne m'échappait pas. Il y a un an, Sam et moi aurions été là ensemble, fiers parents regardant notre fille chanter. Maintenant, nous étions de part et d'autre d'un divorce très public. Le dernier mois avait été difficile pour tout le monde. Le procès pour détournement d'affection avait fait les gros titres locaux, avec des détails sur la liaison qui faisait jaser toute la ville. Le cabinet d'avocats de Sam l'avait mis en congé pendant qu'ils examinaient sa facturation. Nolan avait été viré de son poste de consultant lorsque son patron avait décidé qu'il posait trop de problèmes. Jessica allait mieux. Elle avait obtenu la maison et le divorce, ainsi que la garde exclusive des garçons et une bonne pension alimentaire. L'argent de Nolan était bloqué pendant la durée de ma procédure, ce qui voulait dire qu'il n'avait pas les moyens de s'offrir un bon avocat. La vengeance est un plat qui se mange froid. Papa, t'es là. Riley est apparu à mes côtés, tout excité après sa prestation. Tu étais génial, ma chérie. Je suis fier de toi. Merci. Écoute, maman veut te parler. Elle est près des food trucks. J'ai jeté un coup d'œil à travers le parc et j'ai vu Sam, planté là, seul, l'air perdu et fragile. Pas de Nolan à l'horizon, ce qui était sans doute plus sage. La dernière fois qu'il avait montré sa tête en public, quelqu'un lui avait balancé un verre à la figure. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, ai-je dit à Riley. Papa, s'il te plaît, juste 5 minutes. Elle traverse vraiment une mauvaise passe. Contre mon gré, je me suis dirigé vers l'endroit où Sam se tenait. De près, elle avait l'air encore plus mal qu'à son bureau. Elle avait encore maigri. Ses vêtements flottaient sur elle, et on aurait dit qu'elle n'avait pas dormi depuis des semaines. « Bonjour, David », a-t-elle dit à voix basse. « Sam, merci d'avoir accepté de me parler. » Je n'ai rien accepté du tout. C'est Riley qui m'a demandé de venir ici. Sam a acquiescé. Elle s'inquiète pour nous, pour la famille. Mais on n'a plus de famille. C'est toi qui as tout gâché. Je sais. Elle a baissé les yeux sur ses mains. Je sais que c'est moi qui ai fait ça. Je sais que j'ai tout foiré. Mais, David, il faut que tu saches que je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Jusqu'où voulais-tu que ça aille? Juste quelques chambres d'hôtel? Juste quelques mois de mensonges et de tromperies. Quel était le degré de foutage de gueule acceptable, dans ta tête? Je ne sais pas, a-t-elle murmuré. J'étais perdue. J'étais malheureuse. J'avais l'impression qu'on ne faisait que suivre le mouvement, qu'on était des étrangers qui vivaient sous le même toit. Alors tu as décidé de devenir des étrangers vivant dans des maisons différentes? Avec le mari de ta cousine? Ce n'était pas à propos de Nolan. Pas vraiment. C'était pour me sentir à nouveau vivante, me sentir désirée, avoir l'impression que j'étais importante pour quelqu'un. J'ai regardé cette femme à qui j'avais été mariée pendant 25 ans, et j'ai ressenti une pointe de pitié. Tu étais importante pour moi, samedi. Tu étais importante pour nos filles. Tu avais une famille qui t'aimait, et tu as tout jeté par la fenêtre pour une émotion bon marché. Je le sais maintenant. Mais je ne peux pas changer ce que j'ai fait. Je peux seulement te demander de me pardonner. Te pardonner? J'ai ri, mais ce n'était pas drôle. Sam, le pardon, c'est pour les accidents, pour les conneries, pour les choses que les gens font sans réfléchir. Tu as planifié cette liaison pendant 6 mois. Tu m'as menti tous les jours. Tu as utilisé notre argent pour payer tes chambres d'hôtel. Ce n'est pas quelque chose que je peux pardonner. Alors qu'est-ce qui va se passer, maintenant?
On va juste se détester jusqu'à la fin de nos jours? Je ne te déteste pas, ai-je dit, surpris de réaliser que c'était vrai. Je déteste ce que tu as fait. Je déteste comment tu l'as fait. Je déteste que tu aies détruit notre famille. Mais je ne te déteste pas, toi. Simplement, je ne t'aime plus. Sam s'est mise à pleurer. David, s'il te plaît. N'y a-t-il vraiment aucun moyen d'arranger ça? On ne peut pas essayer une thérapie de couple? On ne peut pas essayer de reconstruire ce qu'on avait. Ce qu'on avait était basé sur la confiance. Tu as détruit ça. Il ne reste plus rien à reconstruire, à part les filles. Les filles iront bien. Ce sont des adultes. Elles se débrouilleront pour avoir des relations avec nous deux. Mais il n'y a plus de nous, samedi. Il y a toi et il y a moi. Et il y a un jugement de divorce qui sera définitif dans 6 semaines. J'ai commencé à m'éloigner, puis je me suis retourné. Ah, au fait, il est où Nolan? Je croyais que vous étiez inséparables, vous deux. Le visage de Sam s'est effondré. Il est parti la semaine dernière. Il a dit que la pression était trop forte, qu'il avait besoin d'espace pour faire le point. Ah. J'ai acquiescé. Alors la grande histoire d'amour est finie. L'homme pour qui tu as détruit 2 familles a décidé que tu n'en valais pas la peine, après tout. David, arrête. Arrêtez quoi? Arrêtez de te faire remarquer que tu as tout abandonné pour un type qui t'a largué dès que les choses se sont corsées? Ne pas mentionner que tu es seul maintenant, sans mari, sans petit ami, sans emploi, et avec des filles qui ne savent plus quoi penser de toi. Je sais que je mérite ça, a dit samedi, je sais que j'ai provoqué ça moi-même, mais s'il te plaît, ne sois pas cruel. Cruel? Je l'ai regardé, sincèrement stupéfait. Sam, tu n'as aucune idée de ce à quoi ressemble la cruauté. La cruauté, ce serait que je te fasse ce que tu m'as fait. La cruauté, ce serait que je te mente pendant 6 mois, que j'utilise ton argent pour financer une liaison, que je me moque de ta stupidité avec mon amant. Je me suis penché plus près. Ce que je te fais, ça s'appelle des conséquences, et tu n'as encore rien vu. Je me suis éloigné d'elle et suis retourné vers le kiosque à musique, où Riley se préparait pour une autre chanson. Derrière moi, j'entendais Sam pleurer, mais je ne me suis pas retourné. J'en avais fini de me retourner. La vente aux enchères caritatives allait commencer, et j'avais quelque chose de spécial en tête. J'ai fait un don à mettre aux enchères. Une Mustang décapotable de 1967 entièrement restaurée, rouge cerise avec un intérieur blanc, d'une valeur d'environ 40 000 $. La même voiture sur laquelle je travaillais dans mon garage depuis 3 ans. La même voiture dont Sam se plaignait sans cesse parce qu'elle prenait de la place et faisait du bruit. Notre prochain lot est une magnifique voiture de collection, un don de David Davison, annonça le commissaire-priseur. Cette Mustang de 1967 a été entièrement restaurée et est prête à prendre la route. La foule murmura, l'inspectant sous toutes les coutures tandis qu'on la faisait monter sur scène. Sous les projecteurs, elle avait l'air parfaite, chaque détail impeccable. 3 ans de travail, 3 ans de passion. 3 ans à construire quelque chose de beau. La mise à prix est de 10 000 $, déclara le commissaire-priseur. J'observais les gens lever leurs pancartes, faisant monter le prix toujours plus haut. 15 000. 20 000. 25 000. L'argent irait au district scolaire, à des programmes pour les enfants comme Riley qui adorait la musique et avait besoin d'aide pour poursuivre leurs rêves. 30 000 $, lança quelqu'un. Je me retournai et aperçus Sam au bord de la foule, fixant la voiture les larmes aux yeux. Elle savait ce que cette voiture représentait pour moi. Elle savait combien d'heures j'avais passé à travailler dessus, combien d'amour et d'attention j'avais mis dans chaque détail. 35 000, hurla une autre voix. Les enchères ralentirent à mesure que le prix grimpait. La plupart des gens avaient abandonné, ne laissant que quelques collectionneurs sérieux. 40 000, lança une voix depuis le fond. Entends-je 45, demanda le commissaire-priseur. Silence. La voiture valait chaque centime de ces 40 000, mais c'était une somme considérable pour la plupart des gens. Une fois, dit le commissaire-priseur. 2 fois. 50 000, criai-je. La foule se tourna vers moi, déconcertée. Pourquoi est-ce que j'enchérissais sur mon propre don? Adjugé à David Davison pour 50 000 $, annonça le commissaire-priseur, l'air perplexe. Je montai sur scène et pris le micro. La foule se tut, sentant que quelque chose allait se passer.
Merci à tous d'être venus ce soir, dis-je. Je sais que ça peut paraître bizarre, que je rachète mon propre don, mais je voulais prouver quelque chose. Je balayais la foule du regard, cherchant le visage de Samedi. Elle me fixait, confuse et effrayée. Il y a 3 ans, j'ai commencé à restaurer cette voiture, continuai-je. C'était une épave quand je l'ai achetée. Rouillée, cassée, abandonnée. Mais j'avais vu quelque chose en elle. J'avais vu ce qu'elle pourrait devenir si je lui accordais suffisamment de temps, d'attention et d'amour. La foule écoutait attentivement maintenant, comme si elle sentait qu'il y avait quelque chose de plus à ce que je disais. J'ai passé 3 ans sur cette voiture. Des soirs, des week-ends, des matins tôt avant le travail, chaque seconde de libre. J'ai refait le moteur, l'arrière, retapé l'intérieur et repeint chaque pièce. J'ai mis tout mon cœur et toute mon âme à la rendre belle à nouveau. Je m'arrêtais et regardais droit dans les yeux Samedi, mais vous savez ce que j'ai appris? Certaines choses ne peuvent tout simplement pas être réparées. Certaines choses sont trop loin, trop cassées, trop foutues pour redevenir belles un jour. Et quand cela arrive, la meilleure chose à faire est de s'en aller et de repartir à zéro. Je sortis un briquet et le levai pour que tout le monde puisse le voir. Cette voiture? C'est mon ancienne vie. Mes anciens rêves. Mon ancienne croyance en les gens, les promesses et les ou pour toujours. Et je n'en veux plus. La foule halta quand je me dirigeais vers la voiture et ouvris le réservoir d'essence. J'entendais des gens crier, et je vis des agents de sécurité commencer à se diriger vers moi, mais je m'en fichais. J'en avais assez de me soucier de ce que les gens pensaient. David, non, hurla Sam, se frayant un chemin à travers la foule jusqu'à la scène, mais c'était trop tard. Je laissai tomber le briquet dans le réservoir d'essence et fis un pas en arrière alors que la voiture s'embrasait. La chaleur me brûla le visage, et j'entendis la foule crier et courir. Je restai là, à regarder ma belle Mustang parfaite et restaurée brûler, et je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. La paix. Les pompiers arrivèrent en quelques minutes, mais ils ne pouvaient rien faire. La voiture avait disparu, juste une carcasse noire et du métal fondu. 3 ans de travail, partis en 10 minutes. T'es cinglé. Sam était à côté de moi, les larmes coulant sur son visage. Cette voiture valait 50 000 $. Tu viens de détruire 50 000 $. Non, dis-je, calmement. Je viens de détruire quelque chose qui me rappelait toi, et ça valait chaque centime. Les flics voulaient m'arrêter, mais techniquement, j'avais détruit mes propres affaires, et j'avais déjà fait un chèque au district scolaire pour 50 000 $. Pas de crime, juste une façon très publique de mettre fin à un mariage. Alors que la foule s'en allait et que les équipes de nettoyage arrivaient, je retournai à mon pick-up, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Mon téléphone explosait d'appels et de textos, mais je les ignorais tous. J'avais encore un endroit où aller. 20 minutes plus tard, je me tenais devant l'immeuble de Nolan, levant les yeux vers ses fenêtres sombres. Le portier me connaissait, mais ne tenta pas de m'empêcher de monter dans l'ascenseur. L'appartement était vide. Nolan avait tout enlevé, ne laissant que de la poussière et une faible odeur d'eau de Cologne coûteuse. Il y avait un mot sur le comptoir de la cuisine, pour Sam. Je suis désolé. C'est trop. J'ai besoin de recommencer ailleurs. N'essaie pas de me retrouver. J'ai froissé le mot et l'ai jeté à la poubelle. Puis je suis sorti sur le balcon et j'ai regardé la ville, toutes ces lumières, ces vies, ces histoires qui se déroulaient en contrebas. Mon téléphone a sonné. C'était Riley, qui appelait depuis le festival. Papa, ça va? Tout le monde parle de ce que tu as fait avec la voiture. Ça va, ma chérie. Mieux que bien, en fait. Papa, c'était dingue. Tu aurais pu blesser quelqu'un. J'ai fait attention. Personne n'était en danger. À part la voiture. Mais pourquoi? Pourquoi as-tu détruit quelque chose que tu aimais tant? J'y ai réfléchi un instant, en regardant les lumières de la ville. Parce que parfois, il faut détruire quelque chose de beau pour faire de la place à quelque chose de mieux. Et parce que je voulais que tout le monde comprenne, certaines choses ne peuvent pas être réparées, peu importe le temps et l'amour qu'on y met. Tu parles de la voiture, ou de maman? Des deux, ai-je répondu. Je parle des deux. J'ai raccroché et suis retourné dans l'appartement vide de Nolan, en éteignant les lumières. Demain, je recommencerai. Demain, je commencerai à construire une nouvelle vie, sans le bazar de l'ancienne.
Mais ce soir, j'allais rentrer chez moi, dans ma maison vide, me servir un whisky, et profiter du silence pour la première fois depuis 25 ans. Je n'avais plus à me demander où était ma femme, ni avec qui elle était. Je n'avais plus à faire semblant que tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. Je n'avais plus à sourire et à acquiescer, à jouer le rôle du mari parfait. J'étais libre, et c'était mieux que je n'aurais jamais pu l'imaginer.